Un parfum d'énigme flotte dans l'air, comme si chaque tic-tac de l'horloge ouvrait la porte à une vérité dissimulée. Dans les ruelles de Londres, comme dans les salons feutrés, un simple objet peut contenir le poids d'un gramme insoupçonné. Et vous, d'où écoutez-vous cette histoire aujourd'hui? Quelle heure est-il chez vous, au moment où vous appuyez sur lecture? Dites-le moi en commentaire. Écoutez attentivement, car le moindre détail pourrait vous révéler ce que d'autres n'ont jamais su voir. Ce matin-là, l'hiver londonien s'invitait jusque dans les ruelles de Baker Street. Le brouillard, aussi épais qu'une laine humide, s'insinuait par les vitres mal closes, et le feu dans l'âtre s'évertuait à repousser ce froid têtu. Je me souviens avoir goûté, l'espace d'un instant, une tranquillité précieuse. La ville paraissait assoupie, et même le pas des fiacres résonnait plus faiblement que de coutume. J'étais assis dans mon fauteuil préféré, un journal froissé à la main, tandis que mon ami Holmes, pipe à la bouche, feuilletait distraitement quelques monographies poussiéreuses sur les poisons orientaux. Il y avait dans l'air ce calme rare qui précède souvent, chez nous, l'irruption des événements les plus singuliers. Mon esprit vagabondait entre les souvenirs de ma carrière militaire et la satisfaction domestique de ce refuge intellectuel que nous partagions. Rien, croyais-je, ne viendrait troubler cette matinée. Pourtant, un malaise diffus me gagnait. Je ne savais pas encore que cette impression sourde n'était pas vaine et qu'elle trouverait bientôt son objet précis. Les plus grandes affaires, me suis-je souvent dit, naissent d'un détail infime, du nombre dans le quotidien. Ce jour-là, ce détail devait surgir de ma propre poche, et non d'un client éploré ou d'un courrier mystérieux. C'est ainsi que commença l'aventure la plus personnelle de ma carrière auprès de Holmes. Alors que je repliais mon journal, mon regard glissa machinalement vers la petite table où j'avais coutume de déposer mes affaires. Quelle ne fut pas ma surprise d'y constater un vide inexplicable. L'emplacement habituel, je dus me rendre à l'évidence. L'objet avait disparu. Une angoisse nouvelle s'ajouta à mon embarras, car il ne s'agissait plus d'un simple oubli. Je me surpris à imaginer qu'un visiteur imprudent, voire mal intentionné, eût pu mettre la main sur cet héritage familial. L'idée me paraissait absurde, et pourtant, dans notre demeure où tant d'affaires étranges avaient pris naissance, rien ne pouvait être tenu pour impossible. En revenant vers le feu, je cachai mal mon trouble. Holmes leva un œil perçant vers moi, et je compris aussitôt que mon agitation ne lui avait pas échappé. Ce que je m'apprêtais à lui confier allait déclencher l'une de ces enquêtes où son génie, une fois encore, me laisserait stupéfait. « Mon cher Watson, » dit-il avec un sourire à demi-moqueur, « vous semblez avoir perdu plus que votre bonne humeur ce matin. » Je lui exposai, non sans gêne, la disparition de ma montre. Holmes écouta sans m'interrompre, ses yeux brillants d'un éclat particulier que je lui connaissais bien. Sa pipe reposait désormais sur le rebord de la cheminée, comme si l'affaire exigeait toute son attention. « Fort intéressant, » murmura-t-il. « Une montre qui s'évapore dans une maison où rien ne disparaît jamais sans raison. Voilà qui mérite notre examen. » Je protestais qu'il devait s'agir d'un oubli banal, mais il leva la main avec ce geste impérieux qui signifiait toujours « Laissez-moi réfléchir ». Holmes s'approcha de ma veste, suspendue au dossier du fauteuil. Il effleura la petite chaîne d'or demeurée accrochée au gilet. Après un bref examen, il eut un sourire plus marqué. « Voyez, Watson, votre montre ne s'est pas volatilisée d'elle-même. La chaîne présente une infime torsion, comme si elle avait été rompue par une main habile. Cela ne doit rien au hasard. » Ces paroles me troublèrent plus encore que la perte elle-même. Était-il possible que je sois victime d'un larcin prémédité, moi, sous mon propre toit? Holmes, d'un ton à la fois ironique et grave, m'assura que nous tenions là le prélude d'une affaire simple. « Voyez, Watson, » dit-il calmement, « voici la marque d'un arrachement. Non point le fruit d'un geste brusque, comme vous auriez pu l'imaginer en vous heurtant à une foule, mais une torsion subtile, opérée avec adresse. » Je me penchai pour mieux voir et, en effet, le maillon semblait légèrement distendu, presque imperceptiblement. Un fil usé, hasard du temps, hasardai-je. Holmes eut un sourire ironique. Vous ne prêtez donc aucune foi à mon métier, mon cher ami. Le hasard, croyez-moi, n'agit jamais avec une telle précision. Ce maillon a été forcé à l'aide d'un outil fin, probablement une pince de poche,
et cela avec une main exercée. Je sentis le sang me monter aux joues. Qu'un individu eût osé manipuler mes effets les plus intimes au sein même de notre logis me paraissait inconcevable. Pourtant, la conviction de Holmes me laissa sans voix. Il replaça la chaîne dans ma main, ajoutant d'un ton grave. « Vous voilà victime, Watson. Non d'un accident, mais d'une intention claire. La montre n'a pas disparu, elle a été prise. » Et dans ses yeux brillait déjà la lueur familière qui précédait toujours ses plus brillantes déductions. Holmes se leva, les mains jointes derrière le dos, et se mit à arpenter la pièce comme il le faisait lorsqu'une idée nouvelle l'obsédait. « Réfléchissez, Watson, reprit-il. Pourquoi choisir votre montre? Un objet certes précieux à vos yeux, mais de valeur marchande limitée. Voilà qui exclut le simple vol. » Je tentai d'avancer l'idée d'un domestique indiscret, mais il écarta aussitôt ma supposition. Non, un tel individu eût pris bien d'autres choses dans cet appartement, où les tentations ne manquent pas. Ici, il y a dessein, une intention plus vaste que vous ne l'imaginez. Il s'arrêta net, son regard fixé sur la fenêtre où filtrait la brume londonienne. Cette montre, ajouta-t-il, n'a pas été choisie au hasard. Elle représente quelque chose. Elle est devenue un instrument, peut-être un gage, ou un message destiné à atteindre non pas votre bourse, mais votre personne. Je convoitise, ou bien cachait-elle quelques secrets dont j'ignorais tout? Holmes, me voyant absorbé, posa une main sur mon épaule. Courage, mon cher Watson. L'ombre qui se dessine autour de cette montre ne fait que commencer à révéler sa forme. Ces mots, loin d'apaiser mon esprit, laissèrent en moi le pressentiment d'une aventure périlleuse, où mon nom se trouverait, bien malgré moi, au centre du mystère. Dès le lendemain de cette troublante découverte, Holmes m'entraîna, avec son énergie coutumière, vers les quartiers animés de la City. Le brouillard matinal s'était à demi dissipé, révélant les silhouettes pressées des commis et les fiacres encombrant les rues étroites. Holmes, le chapeau incliné et le regard vif, semblait respirer cet air affairé comme un stimulant nécessaire à son esprit. « Nous allons, dit-il, rendre visite à un homme dont les connaissances en matière d'horlogerie dépassent celles de toute la capitale. Si votre montre a reparu quelque part, c'est là que nous trouverons sa trace. » Je le suivais, partagé entre une vive curiosité et une inquiétude persistante. Car s'il disait vrai, et que ma montre avait été manipulée volontairement, alors l'affaire s'annonçait plus grave que je ne voulais l'admettre. Holmes, lui, avançait d'un pas rapide, comme s'il avait déjà la certitude que nous ne revenions pas bredouilles de cette expédition. Nous parvâmes devant une échoppe dont les vitrines captaient chaque rayon de lumière avec une éclatante ostentation. Des dizaines de montres, pendulettes et chronomètres semblaient rivaliser d'élégance et de précision. Je m'arrêtai un instant, frappé par le soin méticuleux de la présentation. À l'intérieur, l'atmosphère changeait brusquement. Le silence, presque religieux, contrastait avec l'agitation de la rue. Chaque montre exposée reposait sur son coussin de velours comme un secret scellé, chacune marquant l'heure avec une régularité qui me parut oppressante. Holmes, qui s'était déjà avancé, me lança un sourire ironique. « Observez, Watson, nulle part ailleurs le temps ne se vend avec un tel faste. » Je ne pus m'empêcher de son... Le maître des lieux, un homme de taille moyenne aux favoris soigneusement entretenu, nous accueillit avec une politesse étudiée. Son regard, toutefois, ne se posa pas longtemps sur moi, mais s'attarda avec une certaine appréhension sur Holmes. À ma grande émotion, il confirma presque aussitôt avoir vu une montre correspondante à ma description. « Elle a été présentée ici, monsieur, » dit-il, « pour être mise en gage, mais l'homme qui la porta refusa de donner son nom. Il se troubla en prononçant ces mots, et je crus même voir sa main trembler légèrement sur le comptoir. Holmes, d'un ton détaché, s'enquit de la date précise, de l'aspect du déposant et du sort réservé à la montre. Mais l'horloger, après avoir donné quelques réponses vagues, s'interrompit brusquement, comme s'il regrettait déjà ses aveux. « Je ne saurais vous en dire davantage, » balbutia-t-il, la voix mal assurée. Je sentis un élan d'impatience, mais Holmes, imperturbable, se contenta de hocher la tête, notant chaque hésitation avec un calme glacé. Pendant que l'horloger cherchait à esquiver nos questions, Holmes l'observait avec une intensité qui me fascinait toujours. Il ne fixait pas seulement son visage,
Mais ses mains, son coude posé trop nerveusement, le tic de ses yeux vers la porte. Tout en gardant le silence, il recueillait ses signes comme d'autres liraient un livre ouvert. Lorsque nous ressortîmes de la boutique, je ne pus m'empêcher de l'interroger. « Eh bien, Holmes, qu'en pensez-vous » Il se contenta d'un léger sourire. Notre homme a parlé plus qu'il ne le souhaitait. Il sait parfaitement à qui il a remis la montre, mais une crainte l'empêche de livrer ce nom. Remarquez la sueur à son front, Watson, et le tremblement de sa main. Voilà un commerçant sous pression, et non un honnête artisan surpris par le hasard. Ces paroles me frappèrent comme un coup de tonnerre. Qui donc exerçait sur cet horloger une telle influence qu'il préférait taire la vérité, au risque de se contredire? Holmes, d'un ton plus bas, ajouta. Il y a là-dessous une puissance qui dépasse. Holmes posa la main sur mon bras. Ce billet, Watson, est la clé. Il lie directement l'horloger à ceux qui se cachent derrière cette manœuvre. La montre n'est que le premier fil d'une toile bien plus vaste. Je voulus protester que nous n'avions que des indices ténus, mais il me coupa net. Vous verrez, mon ami, là où l'ombre s'épaissit, la vérité finit toujours par percer. Ces paroles résonnèrent en moi, nourrissant à la fois ma confiance et mon inquiétude. Un après-midi où Holmes et moi discutions encore des silences obstinés de l'horloger, un coup frappé à notre porte nous interrompit brusquement. La silhouette sèche et nerveuse de l'inspecteur Lestrade apparut dans l'encadrement, son regard pétillant d'assurance. « Messieurs, déclara-t-il, j'ai ouï dire que vous vous intéressez à une montre disparue. Eh bien, sachez que l'affaire ne présente rien d'exceptionnel. J'ai déjà une piste très claire. Les receleurs de Clerkenwell, ces vieilles connaissances de Scotland Yard. » Holmes, qui n'avait pas levé les yeux de son violon, esquissa un sourire ironique. Je sentis aussitôt que la confrontation allait s'engager. Lestrade, quant à lui, avait cette assurance particulière des hommes qui croient tenir une affaire dans leur paume. Il exposa avec emphase que le vol s'expliquait simplement par le circuit ordinaire de la petite criminalité londonienne. Je demeurais partagé entre un mince espoir, l'idée d'une résolution rapide, et une sourde appréhension, car je savais qu'aux yeux de Holmes, ce genre d'assurance prématurée cachait souvent un aveuglement plus grave encore. Holmes posa enfin son instrument, le regard pétillant d'une ironie contenue. « Mon cher Lestrade, dit-il, vous avez l'art admirable de réduire les mystères les plus singuliers à des banalités de quartier. » Lestrade se redressa, piqué au vif. « Et vous, monsieur Holmes, l'art d'embrouiller les affaires simples jusqu'à les rendre extravagantes. » Je vis les deux hommes s'affronter du regard comme des escrimeurs prêts à croiser le fer. Holmes, d'un ton plus grave, reprit. « Croyez-moi, inspecteur, il y a dans cette disparition des éléments qui... » Lestrade haussa les épaules. « Toujours vos imaginations romanesques. Scotland Yard n'a pas de temps pour des conjectures. » Holmes se pencha légèrement vers lui, son sourire effacé. « Et pourtant, cher ami, vous verrez que vos fameux receleurs ne sont que les pantins d'un théâtre plus vaste. La pièce véritable se joue ailleurs, et nous ne sommes qu'au lever du rideau. » Je compris alors que la querelle habituelle entre ces deux esprits n'était pas seulement un jeu. Elle marquait le point de départ d'un affrontement de méthode, dont la vérité seule déciderait du vainqueur. Blessé dans son amour-propre, Lestrade se lança dans un exposé détaillé. Il décrivit comment la police avait retrouvé trace de plusieurs objets volés, rapidement écoulés dans les circuits clandestins de la capitale. Tout concordait, selon lui, avec le schéma banal d'une bande de receleurs bien connue de ses services. Il évoqua les guetteurs postés dans les tavernes, les intermédiaires qui faisaient passer les bijoux sous de fausses identités, et conclut que ma montre, si précieuse à mes yeux, n'était qu'un maillon insignifiant de ce trafic vulgaire. Holmes, silencieux, ne l'interrompit pas. Je crus d'abord à une approbation tacite, mais son regard fixe et son menton appuyé sur sa main m'indiquaient qu'il guettait la moindre faille dans ce récit officiel. Lorsque Lestrade eut terminé son exposé, Holmes demeura immobile quelques instants, comme absorbé par une réflexion intérieure. Puis il me jeta un bref regard, que je compris aussitôt. Il avait repéré quelque chose. « Inspecteur, dit-il enfin, permettez-moi une question. Vous affirmez que tous les objets ont été écoulés selon le même procédé, n'est-ce pas ?»« Absolument, répondit Lestrade, catégorique. Holmes se redressa alors, le sourire plus ironique que jamais. Dans ce cas, comment expliquez-vous la singularité de l'horloger? Pourquoi tremble-t-il à la simple mention de cette montre,
quand d'autres receleurs n'ont pas hésité à collaborer. Je vis Lestrade hésiter une seconde, puis hausser les épaules avec mauvaise grâce. Mais pour moi, il était clair que Holmes venait de mettre le doigt sur une habituelle. Pourtant, le rapprochement avec ma montre s'imposait. Les deux vols s'étaient produits presque simultanément. Holmes, les mains croisées derrière le dos, déclara « Chaque pièce de ce puzzle se rattache à une volonté supérieure. Ce second vol n'est pas une coïncidence. Il annonce l'ombre d'un esprit calculateur qui utilise ces objets comme des pièces d'un échiquier. » Je sentis, en l'écoutant, qu'une tension nouvelle s'installait et que nous étions déjà pris dans un filet invisible. En quittant le salon ce soir-là, je ne pouvais chasser de mon esprit l'impression que notre enquête prenait une ampleur inquiétante. Ce n'était plus seulement ma montre disparue, ni même un horloger réticent. C'était une chaîne de crimes dont les maillons s'élargissaient. Je compris alors que Holmes avait raison. L'affaire dépassait de loin les suppositions de Lestrade. Et je pressentais, avec un frisson, que nous n'avions encore vu que le prélude d'un mystère redoutable. Alors que nous analysions encore les contradictions relevées par Holmes dans les propos de l'horloger, un souvenir vint m'assaillir avec une vivacité singulière. La mention réitérée de ma montre avait réveillé une réminiscence que j'avais enfouie depuis longtemps. Je me rappelais soudain l'avoir confiée bien des années auparavant à un patient militaire que je soignais après son retour des campagnes d'Afghanistan. L'homme, fiévreux et délirant, avait perdu toute notion du temps. Dans un élan de compassion, je lui avais prêté ma montre pour l'apaiser et l'aider à garder le fil des heures. Ce geste, dicté par la fraternité des armes, m'était ensuite sorti de l'esprit, car le malade avait quitté mes soins sitôt rétablis. Était-il possible qu'un tel lien ancien fût la clé de l'énigme présente? Je confiai cette réminiscence à Holmes, qui, loin de s'en étonner, hocha la tête avec gravité, comme si cette révélation confirmait déjà un soupçon secret. Je décrivis à Holmes, avec le plus de précision dont je fus capable, les circonstances de cette dette de gratitude. Le soldat en question, un sergent nommé A, c'est alors, dans un mouvement presque instinctif, que je lui avais confié ma montre. Le tic-tac régulier, lui disais-je, serait le rappel constant qu'il vivait encore dans un monde ordonné, et non plus dans le chaos de la guerre. Ses yeux s'étaient emplis de reconnaissance, et il avait juré de ne jamais oublier ce geste. Voilà donc, Holmes, conclus-je, pourquoi ce souvenir me trouble à présent. Si cette montre est revenue entre d'autres mains, peut-être a-t-elle suivi la destinée de ce malheureux soldat. Holmes posa sur moi un regard scrutateur, comme pour sonder non mes paroles, mais les implications qu'elles renfermaient. Sans perdre de temps, Holmes se mit à l'ouvrage. Il consulta d'abord ses notes personnelles, puis se rendit au registre militaire qu'il avait, par quelques privilèges, à sa disposition. Ses doigts agiles parcouraient les colonnes avec une rapidité déconcertante, et son regard perçant s'arrêtait là où je n'aurais vu qu'une suite de chiffres insignifiants. « Harrington, oui, le voici, » murmura-t-il. Un sergent réformé, pensionné quelque temps, puis rayé des listes après une série d'incidents disciplinaires. Il entreprit alors de recouper cette information auprès de ses contacts dans la police et la presse. En quelques heures à peine, il avait accumulé un faisceau de détails sur la trajectoire de mon ancien patient. L'homme avait quitté le giron respectable des vétérans pour s'enfoncer peu à peu dans des fréquentations louches, jusqu'à disparaître des cercles honorables. Holmes, refermant brusquement le registre, déclara avec une satisfaction sombre. « Votre souvenir, Watson, n'est pas seulement un détail sentimental. Il nous mène droit vers l'un de ces destins brisés où la misère et la tentation ouvrent la voie aux plus sombres compromissions. » Les jours suivants, les investigations de Holmes mirent au jour un tableau des plus affligeants. Harrington, après avoir sombré dans l'oisiveté et le jeu, avait fini par s'associer à des individus déjà connus pour leurs activités douteuses. On le voyait dans des tavernes malfamées, frayant avec des contrebandiers de l'East End et des intermédiaires du... C'est de savoir pourquoi sa chute l'a conduit précisément vers votre montre, et quel rôle elle joue dans ce réseau plus vaste. Résolus à en savoir plus, nous suivîmes les traces de Harrington jusque dans les recoins obscurs de Londres. Les quartiers de Whitechapel et de Limehouse, avec leurs ruelles étroites et leurs cabarets fétides, semblaient abriter à chaque pas une ombre suspecte.
Holmes, d'un calme imperturbable, interrogeait des témoins avec une adresse qui me surprenait toujours. Certains se contentaient de hausser les épaules, d'autres feignaient l'ignorance, mais tous laissaient transparaître une crainte à la seule évocation du nom de Harrington. « Voilà un silence plus éloquent que bien des aveux », murmura Holmes. Lorsqu'un nom inspire cette peur, c'est que son porteur s'est lié à des forces dont nul n'ose parler. À mesure que nous progressions, l'air devenait plus lourd, et mon inquiétude grandissait. Je sentais que nous approchions du cœur de cette énigme, mais également d'un danger dont je ne mesurais pas encore l'ampleur. C'est dans une ruelle obscure, non loin des docks, que nous trouvâmes le terme brutal de cette piste. Un attroupement se formait autour d'un corps étendu, et la police locale nous ouvrit un passage. Là gisait Harrington, mon ancien patient, la poitrine transpercée d'un coup violent. Je restais figé, le cœur serré par une culpabilité muette. Était-ce donc là le destin de cet homme à qui j'avais offert un souvenir de famille? Holmes, accroupi près du cadavre, examinait déjà les lieux avec son sang-froid habituel. « Ce meurtre, dit-il d'une voix basse, n'est pas un aboutissement, c'est un jalon. La mort de cet homme cache une vérité plus vaste, et c'est à nous qu'il revient de l'arracher à l'ombre. » Ces paroles, loin de me rassurer, renforcèrent le pressentiment que cette affaire dépassait de beaucoup la simple perte d'une montre. La nuit était tombée lorsque Holmes jugea opportun de me conduire dans l'East End. Rarement m'étais-je senti plus mal à l'aise. Ces ruelles étroites, empestant la fumée et la bière rance, grouillaient d'une agitation trouble qui contrastait singulièrement avec Holmes, quant à lui, se mouvait avec l'aisance d'un homme en terrain conquis. Sa haute silhouette, son pas assuré, inspirait un respect mêlé de méfiance aux passants qui s'écartaient sans un mot. J'étais frappé par sa maîtrise. Là où je ne voyais que menaces et hostilité, lui discernait des indices, une organisation secrète de ce monde interlope. « Watson, me glissa-t-il, c'est ici que se trament les véritables affaires. Scotland Yard croit régner sur la ville, mais le pouvoir de la nuit appartient à d'autres. » Ces mots renforçaient mon appréhension. Je me demandais si nous ne franchissions pas une limite dangereuse. Pourtant, je savais que la montre, et avec elle la vérité, se cachait au cœur de ces ténèbres. Et mon ami n'avait pas pour habitude de s'arrêter au seuil du mystère. Nous atteignîmes enfin une taverne dont la façade décrépite portait les stigmates d'innombrables querelles. À l'intérieur, l'air épais de fumée et d'alcool enveloppait une assemblée disparate. Dockers en haillons, marins étrangers, et figures patibulaires que j'aurais préféré croiser en plein jour. Holmes, sans se laisser impressionner, promena un regard circulaire avant de s'installer à une table isolée. « Observez, Watson, » chuchota-t-il. « Cette prétendue auberge n'est qu'un théâtre. Le véritable commerce ne se joue pas sur ces verres de gin, mais dans les chuchotements à l'arrière-salle. » En effet, je distinguais plusieurs échanges furtifs. De petites boîtes circulaient sous les manteaux, et l'éclat furtif d'un bijou se devinait à la lueur des chandelles. C'était là que s'écoulaient les richesses volées, loin des yeux de la police. Je sentais mon cœur battre plus vite. Tout en moi criait que notre présence serait tôt ou tard remarquée et mal accueillie. Mais Holmes semblait savourer le danger comme une donnée nécessaire. Ses yeux fixaient une porte à demi close derrière le comptoir, où se succédaient des silhouettes pressées. Je compris qu'il allait franchir ce seuil interdit, et mon inquiétude redoubla. Soudain, Holmes changea d'attitude, tirant de sa poche à leurs échanges comme l'un des leurs. Sa prestance et son audace semblaient les convaincre, du moins pour l'instant. Je n'osais bouger ni intervenir, partagé entre l'admiration et la crainte. Je savais qu'il n'agissait jamais sans un plan, mais je redoutais que cette audace ne nous attirât plus d'ennemis qu'il ne nous livrerait d'indices. Et je me surpris à prier intérieurement pour que son génie trouve, encore une fois, à s'imposer à ce cercle de loups. Je retenais mon souffle lorsque, dans le cercle enfumé de l'arrière-salle, l'un des receleurs sortit de sa poche un petit objet familier. À la vue de l'éclat doré et de la chaîne tordue, mon cœur se serra. C'était ma montre, mon héritage, que je reconnaissais sans l'ombre d'un doute. L'homme la posa sur la table avec une désinvolture qui me glaça. Elle n'était plus qu'un gage, un simple jeton servant à inspirer confiance dans une transaction douteuse.
J'aurais voulu bondir et la reprendre, mais je savais que mon geste eût été insensé. Holmes, toujours déguisé, s'approcha et examina l'objet d'un air professionnel, comme s'il en estimait la valeur marchande. Je discernais, dans l'éclair de ses yeux, la certitude d'une victoire partielle, la preuve tangible que nous touchions enfin au cœur du mystère. Mais il ne fit aucun commentaire, se contentant d'acquiescer d'un signe discret aux propositions de ses interlocuteurs. Tout se jouait là, à cette table, et ma montre n'était plus qu'un pion dans une partie dont les règles m'échappaient encore. Je compris alors que sa disparition n'était pas le fruit du hasard, mais l'indice d'un dessein bien plus vaste et calculé. Holmes, en écoutant les échanges qui se poursuivaient autour de lui, sut tirer d'une phrase banale plus qu'un autre n'aurait su d'un long discours. Les receleurs, sans le vouloir, évoquèrent des cargaisons, des itinéraires, des ports de départ et d'arrivée. Tout cela, habilement déguisé dans le langage du commerce, ne laissait guère de doute à son esprit. « Remarquez, Watson, me dit-il plus tard à voix basse. Je demeurais stupéfait de voir mon bien familial réduit à ce rôle dérisoire. Pourtant, je compris que son humble apparence en faisait un outil idéal. Discret, transportable et porteur d'une valeur symbolique pour ceux qui savaient ce qu'elle représentait. Holmes, lui, notait chaque détail mentalement, comme s'il assemblait déjà les pièces d'un échiquier invisible. Il savait mieux que moi que nous ne faisions qu'effleurer la surface d'un trafic dont les ramifications embrassaient tout un continent. Et je sentais croître en moi la certitude que cet objet intime me liait désormais à un complot d'une envergure que je n'aurais jamais osé imaginer. À mesure que la conversation s'envenimait, un nom invisible sembla planer au-dessus des têtes. Les receleurs, pourtant hâbleurs et arrogants quelques instants plus tôt, baissèrent la voix dès qu'il fut question de leur véritable supérieur. Ils ne l'appelèrent pas par son nom, mais par des périphrases craintives. L'homme de l'étranger, celui qui commande. Holmes, feignant l'indifférence, les encouragea subtilement à parler davantage. Mais chaque fois qu'ils s'approchaient de la vérité, une peur palpable les saisissait. Ils juraient qu'il valait mieux taire ce nom, que même le murmurer portait malheur. Je ne pus m'empêcher de frissonner. Quel être pouvait inspirer une telle terreur à des hommes rompus au pire forfait? Holmes, remarquant mon trouble, eut un sourire ironique. « Voyez, Watson, dit-il plus tard, la crainte est la plus solide des forteresses. Quand des scélérats se taisent par peur, vous pouvez être sûr que l'ombre qu'ils redoutent recouvre un empire entier. » Mais malgré ces paroles, je perçus dans son regard une étincelle de gravité. Lui-même savait que cet ennemi invisible dépassait peut-être en puissance tout ce que nous avions affronté jusqu'ici. Et sans le dire, je sentis que nous venions de franchir une ligne dangereuse, où l'inconnu ne pouvait qu'être plus redoutable encore que le connu. Lorsque Holmes eut enfin la montre entre ses mains, récupérée de justesse au terme de notre dangereuse incursion, il l'observa avec une minutie telle que je crus un moment de son histoire, le témoin d'un lien que vous ignoriez. Je demeurai interdit, partagé entre la curiosité et une étrange appréhension. Que signifiait cette découverte inattendue? Holmes, lui, paraissait savourer l'énigme comme un gourmet devant un mets rare. À mesure que la lumière se reflétait sur le boîtier, 2 lettres apparurent distinctement, gravées avec une élégance discrète. C.V. J'eus beau fouiller ma mémoire, jamais je n'avais entendu dans ma famille de nom correspondant à ces initiales. « Non, Watson, » dit Holmes avec un sourire. « Ces lettres n'appartiennent pas à votre lignée. Elles renvoient à un autre monde, celui de la haute société londonienne, où l'on confie parfois ses secrets aux objets les plus anodins. » Il prononça ces mots avec une gravité calculée, comme pour souligner que cette affaire venait de franchir une nouvelle étape. Je tentai d'insister. Mais peut-être s'agit-il d'un hasard, d'un précédent propriétaire? Holmes secoua la tête. Le hasard grave rarement ses initiales avec une telle élégance. Non, Watson. Nous tenons là un fil qui nous conduira à un visage, à une maison, et peut-être à un drame enfoui depuis longtemps. Je ressentis alors que ma montre, jadis symbole intime de mon père et de mon passé militaire, se transformait désormais en clé d'un secret étranger. De retour à Baker Street, Holmes consulta ses volumineux registres, ses compilations personnelles où il notait, avec une rigueur obsessionnelle, les détails du monde londonien.
Il parcourut ces pages d'une rapidité déconcertante, s'arrêtant seulement pour pousser un petit « ah » triomphant. « Voilà », s'exclama-t-il. « Ces initiales appartiennent à Lady Clara Vandeleur, épouse d'un aristocrate dont la fortune s'effondra après des spéculations malheureuses. Cette dame, quoique d'une réputation convenable en apparence, n'est pas étrangère à certaines intrigues financières et sociales qui firent jadis scandale. » Je m'exclamai. « Lady Clara Vandeleur? Mais que pourrait-elle avoir à faire avec ma montre ?» Holmes eut un sourire mystérieux. « Mon cher ami, la question n'est pas. » Nous fûmes reçus, le lendemain, dans une demeure splendide de Mayfair. L'élégance des salons, l'éclat des tentures et des portraits témoignaient d'une grandeur passée, mais l'atmosphère qui régnait là était glaciale. Les domestiques nous observaient avec méfiance, et même les dorures semblaient ternies par une inquiétude latente. Lady Clara fit son entrée avec une grâce étudiée, vêtue d'une sobriété qui paraissait calculée. Ses manières étaient irréprochables, mais je ne pus m'empêcher de remarquer la crispation de ses mains lorsqu'elle nous salua. Holmes, toujours maître de lui, s'inclina et engagea la conversation sur un ton courtois, mais ses questions avaient la précision d'un scalpel. Il évoqua les cercles mondains, les affaires récentes de la noblesse, puis presque incidemment, mentionna la montre et ses initiales gravées. À ce moment précis, je vis les yeux de Lady Clara se troubler, malgré le sourire figé qu'elle s'efforçait de conserver. Elle tenta de détourner la conversation vers des banalités, mais Holmes, implacable, l'amena à reconnaître au moins la vraisemblance du lien. Holmes, dans son style incisif, présenta la montre comme une simple curiosité. « Voyez, madame, un objet trouvé dans des circonstances singulières. Peut-être pourriez-vous nous éclairer ?» Lady Clara pâlit sensiblement, mais répondit avec une dignité glaciale. « Je ne connais rien de cette montre. Vos insinuations sont déplacées. » Ses mots étaient clairs, mais sa voix tremblait, et je notais qu'elle serrait son éventail avec une force qui trahissait une agitation intérieure. Holmes n'insista pas davantage, comme s'il avait obtenu la confirmation qu'il attendait. Lorsqu'elle nous congédia poliment, j'eus l'impression que derrière ces paroles de dénégation se cachait un secret redoutable. Sa crainte n'était pas celle d'une innocente accusée à tort, mais bien celle d'une femme redoutant que son passé ressurgisse. En regagnant Baker Street, Holmes demeura pensif un long moment. Puis il se tourna vers moi. « Watson, il n'est point de façade qui ne traque sous le poids de la peur. Lady Clara cache, expliqua-t-il en allumant sa pipe. L'aristocratie se croit à l'abri des secousses du monde, mais c'est dans ces salons que s'entrelacent les fils invisibles des scandales. Et ce soir, l'un d'eux viendra se tisser sous nos yeux. » Je comprenais à demi-mot que la mystérieuse Lady Clara Vandeleur devait y paraître. Holmes insistait sur l'importance d'observer cette femme en société, loin de la rigidité de son salon particulier. Je ne pus m'empêcher de sourire en voyant avec quelle désinvolture mon ami enfilait son habit de soirée, comme si cette mascarade mondaine n'était pour lui qu'un déguisement de plus. Pourtant, dans l'éclat ironique de son regard, je sentais la tension d'un stratège se préparant à un coup décisif. C'est ainsi que nous quittâmes Baker Street pour entrer dans un monde de lustre et de convenance, où derrière chaque sourire, Holmes espérait lire un aveu muet. Le salon où nous fûmes reçus resplendissait de faste. Les boiseries scintillaient sous la lumière des chandeliers, et les tables garnies de cristaux formaient un tableau digne des grandes soirées de la haute société londonienne. Les dames arboraient des toilettes somptueuses, et les messieurs conversaient avec cette légèreté étudiée qui dissimule mal les rivalités. Pourtant, à mesure que la soirée avançait, une impression subtile s'imposa à moi. Derrière cette élégance se cachait une nervosité latente. Les regards se croisaient avec une prudence excessive, et certaines conversations s'interrompaient dès qu'un inconnu s'approchait. J'en fis part discrètement à Holmes, qui me répondit d'un ton sec. « Très juste, Watson. Ces visages que vous croyez sereins sont des masques. Leurs propriétaires redoutent un orage que nous ne tarderons pas à voir éclater. » Ces paroles éveillèrent en moi une curiosité grandissante. Était-ce la présence de Lady Clara qui troublait ainsi l'assemblée, ou bien la rumeur d'affaires plus sombres encore? Quoi qu'il en fût, Holmes se tenait droit, observant sans jamais paraître scruté. Il recueillait chaque inflexion de voix, chaque silence pesant, comme s'il composait déjà l'énigme de la soirée.
Il est Holmes, qui jusque-là paraissait absorbé dans un échange mondain, redressa légèrement la tête. Ses yeux, à peine plissés, suivaient chacun des gestes de la nouvelle venue. Je le connaissais assez pour deviner qu'il cherchait moins à apprécier son charme qu'à déceler les ombres d'une peur mal contenue. « Remarquez, Watson », me souffla-t-il sans quitter la dame des yeux. Comme le masque social se fissure dès que la conscience d'un secret devient insupportable. Voilà un visage qui nous livre plus qu'il ne voudrait. Je me surpris à ressentir une compassion sincère pour Lady Clara. Il était évident qu'elle vivait sous la menace d'un fardeau invisible, dont la montre n'était que la clé muette. Mais avant que je n'eusse le temps de m'attarder davantage sur cette pensée, je vis Holmes esquisser un sourire à peine perceptible. Il venait de capter un détail que moi, une fois encore, j'avais manqué. Holmes, d'un calme olympien, suivait chacun des gestes de Lady Clara avec une attention que nul autre que moi n'aurait discernée. Elle conversait avec élégance, offrait des sourires polis et semblait s'acquitter de son rôle mondain avec la grâce d'une habituée. Mais je voyais, sous le regard acéré de mon ami, les fissures du masque. Ses doigts, par exemple, jouaient sans cesse avec le fermoir de son bracelet, comme si elle cherchait à évacuer une tension intérieure. Son rire, trop bref, sonnait faux, et ses yeux se détournaient avec précipitation dès qu'un invité la fixait trop longuement. Holmes se pencha vers moi et murmura. « Voyez comme la peur se dissimule derrière la bienséance. Un chevalier rompu à la guerre tremblerait moins devant un fusil que cette dame devant ses semblables. Ce n'est pas le décor qui l'inquiète, Watson, mais une menace invisible qui pèse sur elle. » Ses paroles résonnaient avec une justesse troublante. Je commençais à percevoir cette angoisse dissimulée, comme une ombre muette se glissant derrière chaque sourire de Lady Clara. Et je compris, à l'éclat attentif dans les yeux de Holmes, qu'il attendait le moment où ce masque aristocratique finirait par se fissurer comme une confession voilée que comme un simple trait d'esprit. Je compris alors que sa nervosité n'était pas celle d'une coupable, mais bien d'une femme qui craignait d'être compromise ou trahie. Avant que je ne puisse répliquer, elle se détourna et salua un autre invité avec un naturel si parfait que je me demandais un instant si j'avais rêvé cet échange. Mais le poids de ses paroles restait, suspendu entre nous, comme une alerte muette. Ce fut peu après, au moment où l'assemblée se livrait à un toast animé, que survint le geste décisif. Tandis que les verres s'entrechoquaient et que les rires couvraient les conversations, Lady Clara s'approcha de moi avec une désinvolture savamment calculée. Elle échangea quelques mots légers, puis, d'un mouvement si discret que je n'en pris conscience qu'après coup, glissa un petit papier plié dans la poche de mon habit. Son regard croisa brièvement le mien, suppliant et grave, avant qu'elle ne s'éloigne comme si de rien n'était. Je sentis le frisson de l'inattendu parcourir mon échine. Holmes, placé non loin, n'avait rien manqué de la scène. Je vis l'éclair de satisfaction dans ses yeux, comme si ce geste confirmait ses soupçons. Je n'osais pas déplier le billet sous les lustres indiscrets du salon, mais je savais déjà qu'il contenait une clé, une vérité ou une alerte qu'elle n'avait pas osé prononcer à voix haute. Holmes, se penchant légèrement vers moi, souffla d'un ton ironique. « Voilà, mon cher Watson, ce que j'appelle une conversation écrite. Attendons d'être seuls. Les mots couchés sur le papier parlent souvent avec plus de sincérité que ceux prononcés entre les murs d'une demeure surveillée. » Je compris que ce billet allait nous entraîner plus loin encore dans le cœur du mystère. À peine sorti du salon, je profitai d'un instant de solitude pour tirer de ma poche le billet confié par Lady Clara. Mes mains tremblaient d'une impatience mêlée d'appréhension. Le papier, plié avec soin, portait une écriture fine et rapide. Ce soir, minuit, près de la Tamise. Un crime sera commis. Voilà tout. Je relevai les yeux vers Holmes, qui attendait patiemment que je termine ma lecture. Son regard pénétrant me rappela combien, dans ses affaires, le moindre signe avait sa valeur. Je sentais que nous venions d'être entraînés dans une course contre le temps, où l'horloge elle-même semblait conspirer avec les ténèbres. Holmes prit le billet entre ses doigts et l'examina avec une rigueur qui me laissait toujours admiratif. Il lut et relut les quelques mots, comme si leur brièveté dissimulait un sens plus riche que de longues phrases. « Voyez, Watson, dit-il enfin, l'économie de détail n'est pas maladresse, mais calcul.
Chaque mot a été choisi pour éveiller notre curiosité, tout en évitant d'accuser directement quiconque. Il caressa le papier du bout de l'ongle. Minuit, Tamise, crime. Ce n'est pas un avertissement vague, mais une convocation précise. Lady Clara ne nous demande pas seulement d'être informés. Elle nous guide vers une scène où nous aurons un rôle à jouer. Je demeurai perplexe. Mais comment être certain qu'il ne s'agit pas d'un piège? Holmes eut un sourire bref. Un piège peut-être, mais un piège vaut encore mieux qu'un silence, car il nous met en présence de ceux qui veulent agir, et c'est là que nous les prendrons. Sitôt le billet interprété, Holmes jugea nécessaire d'associer la police à l'entreprise. Nous trouvâmes l'inspecteur Lestrade dans ses bureaux de Scotland Yard, affairé à d'autres dossiers. Holmes, sans préambule, posa le billet sur la table. Voilà Lestrade, une indication qui, si elle est exacte, peut vous offrir l'occasion de saisir en flagrant délit une bande dont vos registres parlent depuis des mois sans jamais les coincer. Lestrade fronça les sourcils, parcourut les mots, puis leva vers Holmes un regard mêlé de scepticisme et d'excitation. Minuit, dites-vous? Et au bord de la Tamise? Soit, monsieur Holmes. Je ne voudrais pas que Scotland Yard soit accusé d'avoir laissé filer un crime annoncé à l'avance. Quelques ordres furent donnés, et une patrouille fut mise à disposition. Lestrade, toujours prompt à affirmer sa place, déclara qu'il conduirait le de bois. Chaque pas sur les pavés semblait l'annonce d'un drame imminent. Holmes, imperturbable, observait les silhouettes mouvantes qui apparaissaient par instants dans le brouillard. « Notez, Watson, chuchota-t-il, que ce décor est parfait pour les affaires nocturnes. Londres, avec ses docks et ses entrepôts, est une scène où l'ombre joue le rôle principal. » Je peinais à distinguer les contours des navires amarrés, tant la brume épaississait. Mon cœur battait avec une ardeur croissante, partagée entre la crainte du danger et l'excitation d'être au seuil d'une découverte. Puis un bruit sourd, suivi de voix étouffées, nous parvint du côté du quai. Holmes, d'un geste vif, nous invita au silence. Quelque chose se tramait à quelques pas seulement de notre cachette. Soudain, un craquement de cordage et le grincement des coques contre les pieux du quai se firent entendre. Dans la brume, un navire se détacha lentement, comme une ombre géante prenant le large. Les silhouettes s'activèrent fébrilement sur le pont. Des caisses furent tissées à la hâte, et le bruit des chaînes résonna comme une alarme. Tout, dans ces mouvements précipités, trahissait une fuite organisée. « Voilà notre oiseau nocturne », souffla Holmes avec un éclat dans la voix. Lestrade jura à mi-voix et ordonna à ses hommes d'avancer. Mais déjà le bateau gagnait le courant, ses voiles se gonflant sous un vent opportun. Je distinguais, à travers le brouillard, des marques grossières sur les caisses chargées. Elles portaient des initiales étrangères, signes évidents d'une cargaison destinée à traverser les frontières. Holmes, les yeux fixés sur la scène, murmura pour lui-même. Il ne fut pas le hasard, Watson. Ils obéissent à un commandement invisible, et cette cargaison est la pièce centrale de leur jeu. Le navire s'éloignait inexorablement, avalé par la brume, tandis que nous restions impuissants sur le quai. Lorsque le silence retomba, Holmes resta pensif, les mains jointes derrière le dos. « Ce navire, dit-il, ne transporte pas de simples marchandises. Il emporte avec... » Quelques jours après la nuit brumeuse où nous avions vu s'éloigner le navire chargé de caisses suspectes, Holmes jugea le moment venu d'éclairer l'affaire. Il adressa donc une convocation à tous les protagonistes liés de près ou de loin au mystère. L'horloger nerveux de la City, Lady Clara Vandeleur, l'infatigable Lestrade et moi-même. C'est dans le salon de Baker Street que nous nous retrouvâmes, dans une atmosphère à la fois tendue et solennelle. Holmes, installé dans son fauteuil, tirait des volutes de fumée de sa pipe, ses yeux brillants de cette lueur intérieure qui annonçait une révélation. L'horloger, effaré, évitait de croiser le regard de Holmes. Lady Clara, toujours digne, dissimulait mal une pâleur nouvelle. Lestrade, campé dans son rôle d'homme de loi, semblait s'impatienter de voir venir le dénouement. Holmes, d'une voix claire, prit la parole. « Mesdames et messieurs, il est temps que chacun sache quelle place il occupe dans cette intrigue. Vous avez tous joué un rôle, volontaire ou non, et la vérité, je vous le garantis, ne tardera plus à se lever. » Je sentis alors que nous étions à la veille de la révélation décisive. Holmes,
adoptant le ton d'un professeur exposant une démonstration, commença à dérouler la chronologie des événements. Tout débute, dit-il, avec la disparition de la montre de mon ami Watson, un objet en apparence sans valeur autre que sentimentale. De la chaîne brisée aux initiales gravées, chaque indice a constitué une marche vers la vérité. Il rappela notre visite à l'horloger, qui avait prétendu reconnaître la montre parmi les objets mis en gage. Puis la réaction étrange de Lady Clara, niant avec vigueur tout lien mais trahissant par ses gestes la peur qui l'habitait. Il évoqua aussi l'ancien patient militaire, Harrington, dont la chute dans le crime et la mort violente constituaient un jalon funeste dans cette affaire. Puis il en vint à la découverte capitale, la présence de la montre parmi les receleurs de l'East End, utilisée comme gage dans une transaction illicite. Ainsi, conclut-il, de fil en aiguille, nous sommes pas pour détourner les regards des enquêteurs. Pendant que nous nous acharnions à suivre sa piste, les véritables cargaisons, elles, circulaient sans entrave. Je ne pus m'empêcher d'éprouver une amertume profonde. Mon souvenir familial avait servi de paravent à un vaste complot. Holmes continua, sa voix s'emplissant d'autorité. Ce stratagème n'a pu naître que dans l'esprit d'un homme à la fois intelligent et désespéré, cherchant à dissimuler une opération de contrebande internationale. La montre n'était que le masque. Derrière elle se cache un commanditaire bien plus redoutable. Un silence pesant tomba dans la pièce. Tous attendaient le nom qu'il allait prononcer. Mais Holmes, savourant encore le suspense, se tut quelques instants, laissant flotter cette tension insoutenable. Holmes, qui tenait encore ma montre dans sa main, la posa doucement sur la table, puis se redressa. Son regard passa de l'horloger tremblant à Lady Clara, dont les traits crispés laissaient deviner une angoisse croissante. Enfin, il se fixa sur un homme assis en retrait, que je n'avais jusqu'alors considéré qu'avec indifférence. Lord Henry Ashcombe, un aristocrate, dont la fortune jadis considérable s'était évanouie dans des spéculations malheureuses. Holmes prononça alors d'une voix claire. « Voici le véritable commanditaire. Ce n'est pas l'horloger, simple complice, ni cette dame, malgré son lien avec la montre, mais Lord Henry Ashcombe, qui a conçu l'ensemble de cette opération pour sauver son nom et son rang social de la ruine. » Un silence lourd tomba dans le salon. Lady Clara pâlit davantage, tandis que l'horloger étouffa un cri. « Vous aviez besoin d'un paravent, » poursuivit Holmes, « d'un objet insignifiant pour détourner l'attention, et vous avez choisi cette montre. Pendant que nous suivions ce fil trompeur, vous faisiez passer par la Tamise des cargaisons bien plus précieuses. » Le noble, jusque-là impassible, se redressa d'un geste brusque, mais son regard sombre trahissait une inquiétude qu'il ne pouvait plus masquer. Lord Henry éclata d'abord d'un rire sec, qui résonna dans la pièce. Holmes, implacable, s'avança d'un pas et planta sur lui ses yeux perçants. « Conjecture? Non, milord. L'horloger peut témoigner du gage, Lady Clara, de votre relation passée avec cette montre, et Lestrade dispose du rapport des douaniers, signalant vos caisses dissimulées à bord du navire parti de minuit. Tout converge vers vous, et vous seul. » L'aristocrate serra les poings, mais Holmes poursuivit, avec une ironie glaciale. « Vous vouliez sauver votre honneur, mais vous n'avez réussi qu'à précipiter votre chute. La logique est plus cruelle que vos mensonges. Un instant, je crus que Lord Henry allait persister dans son déni. Mais sous la pression du regard de Holmes et du silence pesant des témoins, ses épaules s'affaissèrent. Dans un murmure rauque, il laissa échapper quelques mots. « Oui, j'ai voulu reconstruire ce qui m'était dû. Londres m'a abandonné, alors je me suis servi de Londres. » Ces aveux, bien que laconiques, suffisaient à sceller son sort. À peine ces mots prononcés, Lord Henry sembla reprendre un regain d'énergie, comme un fauve acculé. Son visage se durcit, et dans un mouvement brusque, il bondit vers la porte du salon. « Arrêtez-le » s'écria Lestrade. Mais déjà, le noble renversait une chaise sur son passage, espérant semer la confusion. Je fus frappé par la violence de sa tentative. Toute sa dignité passée semblait s'être muée en désespoir. Mais Holmes, qui avait anticipé ce geste, demeura impassible. D'un signe rapide, il indiqua à Lestrade l'issue par laquelle l'homme s'échapperait. Deux agents surgirent alors, bloquant la porte au moment précis où Lord Henry s'y précipitait. Une lutte brève
mais acharné, sans suivi. L'aristocrate, bien que robuste, ne put rivaliser avec la poigne de plusieurs hommes. Finalement, maîtrisé et menotté, il fut ramené dans la pièce, haletant, le regard brûlant de fureur et de honte. Holmes, sans élever la voix, se contenta de conclure. Voilà, Watson, comment un noble ruiné, cherchant à racheter son prestige par le crime, devient la proie inévitable de ses propres filets. Directement à Scotland Yard. La justice saura achever ce que notre enquête a révélé. Lestrade acquiesça avec gravité, quoique non sans une nuance de satisfaction. Pour une fois, il ne pouvait nier l'éclatante supériorité du raisonnement de mon ami. Quant à moi, j'éprouvais une étrange compassion pour ce malheureux, un noble réduit à la déchéance par sa propre avidité, dont les rêves de grandeur s'étaient transformés en chaînes. Pourtant, la conviction de Holmes me rassurait. Nul rang, nul titre ne pouvait protéger un criminel des filets de la vérité. Alors que l'aristocrate était conduit hors de la pièce, Holmes murmura, presque pour lui-même. « Le plus cruel des juges est souvent la logique, Watson. Elle ne laisse aucun refuge. » Une fois le coupable remis aux autorités, Holmes se tourna vers moi avec ce demi-sourire ironique qu'il affichait après ses victoires. « Vous voyez, Watson, dit-il, derrière cette simple montre se dissimulait une toile d'araignée dont chaque fil s'étendait à travers l'Europe. » Il se mit à détailler avec une précision clinique les ramifications du réseau. Des navires partant des docks de Londres, transportant des cargaisons de pierres précieuses et de documents falsifiés. Des complices installés dans les ports d'Anvers et de Hambourg. Des intermédiaires recrutés parmi les cercles décadents de l'aristocratie londonienne. Tout cela, expliqua-t-il, formait une organisation qui profitait de l'ombre et du silence pour prospérer. Mais grâce à cette arrestation, poursuivit-il, une grande partie de cette toile se trouve aujourd'hui rompue. Certes, d'autres fils subsistent, mais il suffira de tirer sur les bons pour que l'ensemble s'écroule. Je l'écoutais avec admiration. Là où je n'avais perçu qu'un vol mesquin, Holmes avait décelé un crime d'une ampleur insoupçonnée. Sa clairvoyance m'émerveillait, mais elle me rappelait aussi combien je n'étais qu'un humble témoin de ses triomphes. Il conclut d'un ton grave. La victoire sur le crime organisé est rarement définitive, Watson. Mais chaque victoire affaiblit ses forces et rend Londres un peu plus sûre. Alors que la pièce retrouvait son calme, je la reconnus aussitôt. L'émotion m'envahit au point que mes mains tremblèrent en la recevant. L'acier poli, les fines gravures, tout me rappelait les années passées, les heures d'études, les veilles au chevet de mes patients, les campagnes militaires où ce modeste objet avait rythmé mes journées. Elle m'avait accompagné dans les moments d'épreuve comme dans les instants de repos, fidèle compagne de mes souvenirs. Holmes me jeta un regard où perçait une lueur d'amitié. « Votre montre est bien plus qu'un bijou, Watson. Elle représente la continuité de votre vie, vos luttes et vos fidélités. Qu'un criminel ait cru pouvoir s'en emparer pour masquer ce forfait n'est qu'un paradoxe supplémentaire dans cette affaire. » Je serrai l'objet contre moi avec reconnaissance. Au-delà du soulagement d'avoir retrouvé ce trésor familial, je ressentais une profonde gratitude envers mon ami, dont l'intelligence et la persévérance avaient rendu possible ce moment. Pourtant, au fond de moi, une ombre subsistait. L'idée que les objets les plus humbles pouvaient devenir les instruments des crimes les plus noirs. Holmes, comme s'il lisait dans mes pensées, conclut doucement. Les objets portent les histoires des hommes, Watson. Parfois, elles sont plus lourdes que le métal qui les compose. Holmes prit délicatement la montre entre ses doigts et la fit jouer à la lumière, comme pour en examiner chaque reflet. Son regard vif se posa sur moi, et avec cette ironie affectueuse dont il usait parfois, il déclara « Voyez, mon cher Watson, ce modeste objet, que vous considériez comme simple gardien de vos heures, a tenu dans sa petite boîte d'acier la clé d'une affaire internationale. » Ces paroles me frappèrent d'autant plus qu'elles contenaient une vérité indiscutable. Sans cette disparition étrange, nous n'aurions jamais été conduits sur la piste des receleurs, ni jusqu'au noble déchu. Ma montre avait été l'étincelle d'une chaîne d'événements dépassant tout ce que j'aurais pu imaginer. Ainsi, poursuivit Holmes, la valeur d'un objet ne se mesure pas à son apparence ni à son prix, mais à la part qu'il joue dans le drame des crimes d'envergure.
Mais l'histoire nous enseigne que ce sont parfois les objets les plus humbles qui deviennent les leviers des passions les plus sombres. Il fit tourner sa pipe entre ses doigts sans l'allumer, et poursuivit. Ce n'est pas l'objet lui-même qui importe, mais la symbolique que les hommes lui prêtent. Votre montre n'était qu'un leurre, et pourtant elle a suffi à masquer des trafics, à tromper la police, et à précipiter un noble dans la honte et la ruine. Ainsi, la grandeur du crime ne se mesure pas à la valeur matérielle de ce qu'il touche, mais à l'ampleur des illusions qu'il suscite. Ces paroles m'impressionnèrent profondément. Holmes, qui d'ordinaire se plaisait aux démonstrations logiques et aux faits concrets, révélait dans ce moment de calme une profondeur presque philosophique. Rappelez-vous, conclut-il, que derrière chaque objet se dissimule une histoire, et que la vérité est parfois gravée dans les détails que nul autre n'aurait songé à observer. Je dois à présent, cher lecteur, ouvrir mon cœur avec une franchise que m'impose la loyauté envers mon ami. Lorsque je constatai la disparition de ma montre, je ressentis d'abord une honte cuisante. Honte de ma négligence, honte d'avoir laissé s'échapper un souvenir de famille, honte surtout d'avoir entraîné Holmes dans ce qui me paraissait une affaire mesquine. Et pourtant, ce fut lui qui, avec sa perspicacité infaillible, sut transformer ma faiblesse en point de départ d'une des enquêtes les plus étonnantes auxquelles j'ai assisté. Mon embarras se changea peu à peu en gratitude. Une gratitude profonde et sincère envers cet homme dont le génie ne cesse de me surprendre et dont l'amitié demeure pour moi le bien le plus précieux. En retrouvant la montre, j'eus le sentiment de retrouver plus encore, une part de moi-même, rachetée par le dévouement et la clairvoyance de Holmes. Je referme ces pages avec une émotion mêlée. Un souvenir douloureux que je préfère confier à l'ombre, et une reconnaissance indélébile pour celui qui, une fois encore, fit triompher la raison là où peut bouleverser le destin.